Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire dédié aux établissements de santé. Dans un contexte de confinement généralisé, je tenais déjà à remercier les participants qui ont pu se rendre disponibles à cette occasion. On sait que le contexte est compliqué pour tout le monde et ça l'est d'autant plus pour vous dans les établissements de santé. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la question que beaucoup d'entre vous se posent. Comment le cloud s'adapte-t-il aux besoins des établissements de santé? Je suis pour ma part Jérôme Dubois, je suis responsable du marché santé, en charge de la relation avec CIH notamment. Et donc Rémi m'accompagne. Rémi. Bonjour à tous, bonjour Jérôme. Donc effectivement, je suis Rémi Bovy, donc je suis le team leader Azure Grand Sud et à mes heures perdues, surtout, je suis cloud architecte et MVP Azure. Voilà. MVP, tu peux expliquer en quoi ça consiste? Oui, alors c'est Most Valuable Professional, donc c'est un acronyme anglais qui en fait est un titre honorifique donné par Microsoft aux personnes qui contribuent à promouvoir les technologies et pour mon cas, c'est le cas de Azure, du cloud Microsoft Azure. Ok. Donc, en l'occurrence sur Azure, tu es notre speaker champion et ça veut dire aussi qu'en tant que MVP, tu interviens aussi régulièrement en lieu et Oui, place de Microsoft également sur des présentations à l'occasion d'Envision ou à l'occasion de grandes messes, je dirais, Microsoft. C'est bien ça? exactement, sur les événements nationaux et internationaux et voilà, dans les communautés aussi Microsoft. OK, OK, super. Donc déjà, je fais un petit appel si vous avez des questions assez techniques, assez touchy, n'hésitez pas à les poser dans le chat, pas des questions pièges, mais presque, hein. Oh, On il y a pas peut? On peut? il y a pas de mauvaises questions. Ah bon, super. Alors, en termes d'agenda, ce que l'on vous propose, aujourd'hui, autour du cloud, on a prévu de revenir, tout d'abord sur, l'étude sur l'adoption du cloud, auprès des établissements de santé pour savoir, où en est le le secteur de la santé par rapport à leur maturité vis-à-vis du cloud. Nous verrons également qu'il existe des freins. Il y a beaucoup de questions des établissements de santé et nous verrons de quelle manière répondre à ces freins, justement, qui ont été mis en avant lors de l'étude. Euh, Rémi nous expliquera ensuite comment bien choisir son externalisation, Mmh. quel cloud, quel modèle, quel type de cloud et pourquoi. Euh, et enfin, les différents services et pour quels usages adaptés à vous dans les établissements de santé. Et enfin, pour aller plus loin, nous verrons un petit peu quelle démarche d'accompagnement Progelis met en œuvre, quelle méthodologie, quelle session, quel workshop on peut animer avec vous et avec les équipes. Alors, premier point. Ok, je vais essayer de bien parler dans le micro pour que ce soit bien compris pour tous. Ok. Alors, premier point, on revient sur l'étude sur l'adoption du cloud en 2019 que l'on a fait auprès des établissements de santé. C'est une étude qui a été réalisée par Progelis en fin d'année dernière sur une période de 3 mois, de septembre à décembre, auprès d'établissements de santé privés et publics pour connaître aussi bien leur niveau de maturité vis-à-vis du cloud, mais aussi leurs freins pour essayer d'y répondre et les accompagner au mieux vers le cloud. Donc cette étude, on vous donnera le lien de partage en fin du support de présentation, bien entendu. Là, on vous a fait quelques extraits de l'étude. Le premier, c'est qu'on constate, on va dire en termes de répondants, une bonne répartition, je dirais, des établissements de santé, avec un panel très large d'établissements, avec des CH, des CHU, des GHT, les trois représentant près de 66%, je dirais 66% pour être précis, des établissements. On a également des établissements psychiatriques ou des ESPIC et enfin des associations hospitalières.
Et l'autre point, c'est on a une excellente représentativité par rapport à la taille des établissements. Donc, on a des établissements de toute taille. Ça va de la petite association, je dirais, hospitalière, établissement médico-social, jusqu'au CHU ou GHT pour les plus importants. Voilà. Donc, panel très représentatif. Deuxième point mis en avant aujourd'hui, c'est pour mettre en avant l'intérêt des établissements de santé pour le cloud. On voit clairement que c'est un sujet d'actualité pour les établissements. Si vous voyez mon pointeur sur la souris, on a ici près de 85% des établissements qui estiment que le cloud est un sujet d'actualité d'avenir. Et pour preuve, ces mêmes établissements ont déjà inscrit une réflexion cloud dans leur schéma directeur. Si l'on considère qu'il y a 12% qui ne se prononcent pas qui ne savent pas répondre à cette question, on a quand même un établissement sur deux qui a inscrit une réflexion cloud dans son schéma directeur et donc qui va travailler sur des scénarios cloud. Donc c'est un vrai sujet. Ensuite, en termes d'hébergement, savoir si votre établissement utilise le cloud pour quel était l'hébergement plébiscité. Donc le premier, sans surprise, c'est l'hébergement local que l'on appellera on-premise dans ce webinaire. Et donc l'hébergement local est largement préféré aux autres types d'hébergement. C'est l'infrastructure qui est en local. Mais juste derrière, c'est clairement c'est l'hébergement hybride avec un quart des répondants, ce qui veut dire que c'est clairement le type de cloud sur lequel il faut aller. On peut dire que c'est que votre établissement tire profit du meilleur des deux mondes, en quelque sorte, avec l'infrastructure on-prem, mais toute l'agilité, la souplesse et les services, on le verra juste après, que peut Ouais, je confirme. offrir le cloud public. Voilà. Donc, tu confirmes, c'est hybride aujourd'hui. Clairement, C'est ce que clairement. Hein. Oui, oui. de toute façon, tout à l'heure, je vous expliquerai en quelques slides les biens fondés, effectivement, et les différents modèles de cloud qui existent. Ok. Mais toi, ce que tu me dis bien souvent dans tes échanges avec les établissements, les réflexions ou les sujets, c'est clairement c'est hybride. Oui, oui, Euh, c'est tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et c'est clairement des réflexions autour du cloud hybride et tirer du bénéfice du meilleur des deux mondes. Oui. mm, mm, mm. On voit qu'aujourd'hui, il y a 3% qui sont en cloud privé, c'est-à-dire externalisés dans un data center, toute leur infrastructure dans des clouds HDS, bien entendu, et qu'aucun des répondants n'a externalisé totalement on va dire son système d'information dans le cloud public, ce qui est normal dans la mesure où notamment le cloud public, full cloud public, tu vas me confirmer, c'est peut-être impossible, très Alors, compliqué. oui. Et du fait aussi de la certification AGS est très récente, qui date il y a 1 an et demi, si on considère notamment les environnements Microsoft Azure. Donc, c'est dans une échelle de temps, c'est relativement récent. Voilà. Exactement. Puis on verra tout à l'heure les pourquoi du comment aussi. On va choisir plutôt de l'hybridation plutôt que du cloud public complet. OK. Et ben allons-y justement. Pour quelles raisons? Alors, pourquoi avoir choisi le cloud public pour un établissement? Le premier intérêt concerne d'une part l'optimisation des dépenses. Le principe même du cloud, c'est justement un paiement à l'usage. En gros, vous ne payez que ce que vous consommez. Et donc ça, il y a un réel intérêt pour les établissements de se dire, tiens, j'ai besoin d'une puissance de calcul ou besoin d'un service à la demande pendant 3 mois, pendant 6 mois. Le cloud est fait pour ça, notamment avec cette agilité d'un point de vue consommation et donc dépenses. La deuxième raison également qui pousse les établissements à aller vers le cloud public, c'est pour augmenter le niveau de sécurité et de disponibilité de son ici, de mon ici,
aussi, avec 25%. Donc les deux font la moitié. Par rapport à ça, en gros, vous vous déchargez de la responsabilité du maintien en condition opérationnelle de vos infrastructures, des mises à jour, en termes d'OS, mais aussi de sécurité, des vulnérabilités. C'est tout bête, aujourd'hui, Microsoft annonçait des correctifs apportés sur les versions Exchange et toutes versions. Et bien, globalement, quand vous allez dans le cloud, c'est pas vous de le faire, c'est directement le fournisseur du service cloud qui a cette responsabilité-là. Voilà. Donc, quelque part, ça augmente, ce niveau de sécurité, de disponibilité de son SI et d'être assuré d'avoir Ça un apporte un vrai environnement confort. à jour, voilà, et un confort d'utilisation au quotidien. Voilà. Voilà les deux principales raisons. Derrière, c'est aussi la volonté de vouloir réorganiser son SI, de vouloir évoluer comme on le disait tout à l'heure, un petit peu avec le meilleur des deux mondes. Si je peux me permettre, Jérôme, aussi, du Oui, coup, ça bien sûr. permet de voir aussi que si pour optimiser les dépenses, c'est que peut-être potentiellement des systèmes d'information on-prem coûtent cher et les investissements coûtent très cher aussi. Pour suivre les dernières tendances, hein, on va parler d'intelligence artificielle, de big data, les investissements peuvent coûter très cher. Donc effectivement, l'optimisation rentre dans ce schéma-là aussi. Et le niveau de sécurité aussi, ce point-là remet aussi en avant le fait que peut-être potentiellement les DSI, les responsables sont conscients aussi qu'il y a encore des efforts et des choses à réaliser au niveau de leur système d'information, au niveau de la sécurité, et que le cloud pourra sûrement répondre à leurs problématiques. Exactement, exactement. Merci pour cette précision. En termes de freins, on vous a posé la question, quels sont les principaux freins à aller vers le cloud? Le premier qui ressort, c'est le coût. Les établissements estiment que le cloud, ça va me coûter cher, voilà, sans forcément toujours avoir des notions, mais voilà, c'est le coût. Le deuxième frein qui ressort, c'est la sécurité. Les établissements s'inquiètent forcément de la sécurité du cloud, ou voilà, c'est une question qui est totalement légitime. Et juste derrière, on va trouver deux autres éléments. C'est le contrôle du système d'information et le manque de confiance. Ce qui est drôle sur cette slide, c'est l'analyse qu'on a fait à la lecture de ces résultats. C'est que les deux premiers freins que l'on a ici sont également les deux premières motivations des établissements de santé qui sont déjà allés vers le cloud, qui étaient les motivations pour optimiser les coûts, les dépenses et assurer la sécurité et disponibilité. Donc on voit clairement que parmi les freins pour aller vers le cloud, ces personnes-là qui ont répondu se posent des questions, mais bien souvent par manque de connaissances, manque d'informations. Voilà. Bon, d'où l'objet du webinaire au passage, c'est de vous rassurer justement sur ces freins. Ensuite, ce que l'on peut, je peux peut-être te laisser la main là-dessus, pour vous Volontiers. présenter quels sont les services qui intéressent, qui peuvent vous intéresser ou qui intéressent clairement les établissements de santé pour une démarche, une réflexion cloud. Tout à fait. Alors on voit en fait que le camembert est bien séparé en 2 parties. On va dire la partie basse qui représente le stockage, tout ce qui va être autour de la sauvegarde, de la PRA. On va dire que c'est des systèmes dits entre guillemets IaaS, donc d'infrastructure. Donc ce sont des services que vous connaissez, que vous maîtrisez déjà dans vos établissements, qui sont connus. Donc entre guillemets, c'est les premiers services sur lesquels, vous souhaiteriez aller dans le cloud. On voit aussi qu'on a 2 gros camemberts qui vont revenir, qui vont être la base de données, donc la data, mais aussi tout ce qui va tourner autour de l'intelligence artificielle et du machine learning. Et ça, c'est bien souvent des sujets qui sont insufflés, alors par les métiers, clairement, par les étudiants, par les chercheurs. Voilà. Donc, ce qui est plutôt rassurant sur le fait que on aille dans le cloud sur des sujets connus et maîtrisés et qui sont importants, hein, donc les sujets d'infrastructure, mais aussi qu'on se projette et qu'on commence à élargir un petit peu son scope sur des sujets plus d'avenir comme que sont l'IA et le machine learning. Hop. Je bascule sur la deuxième slide et je la récupère aussi Jérôme, hein, si ça Vas-y, te bien sûr, vas-y, ouais, bien sûr. si ça te va bien. Ça me va C'est bien.
C'est sur le choix des fournisseurs de cloud public, clairement. Donc, on voit que Microsoft ressort, entre guillemets «grand vainqueur» de ce combat entre guillemets dans le choix du cloud public, mais c'est pas non plus, entre guillemets, «immérité». Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, moi ça fait des années que je travaille pour le secteur de la santé et je sais que Microsoft est présent, dans les établissements, est présent sur les postes bureautiques, est présent au niveau des serveurs, est présent sur, on va dire sur l'ensemble du système d'information. Donc quand on doit faire le choix, d'un cloud provider, le premier choix naturel, c'est d'aller vers ce qu'on connaît et donc vers Microsoft. Voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter dessus ou pas, Jérôme? Bah, comme tu dis Ça aide ils là, sont voilà. ils sont partout, ils ont cette capacité à gérer tous les composants, d'infrastructures, collaboratifs, services, bases de données. Donc c'est aussi rassurant, je pense, pour les clients d'aller sur des environnements qu'ils connaissent déjà et qu'ils maîtrisent. Donc c'est Tout à fait, tout à fait. Cette petite slide là, alors ça démontre un petit peu, la faisabilité. Donc en gros, qui a déjà essayé de faire, du cloud, chez soi? Alors quand on regarde ce petit camembert là, et c'est là où avec, Jérôme on a ouais. pu passer un petit moment de rigolade, puisque Jérôme s'est exclamé en disant: «Waouh, 22 ont déjà fait des POC autour du cloud, public» et Quand même un quart un quart et des oui. établissements déjà testés. Et moi, je Ah me oui. suis exclamé: «Oui, mais il en reste quand même 3/4 qui n'ont pas encore essayé» et alors, j'aime bien reprendre cette phrase-là, mais en gros, si on n'essaie pas, comment on peut savoir? Voilà, tout simplement. Donc c'était plus mon interrogation de mon côté. Donc j'estime qu'effectivement, pour pouvoir se prononcer sur le choix d'un cloud public et savoir si ça correspond à vos besoins, rien de tel que de l'essayer. Alors l'époque, il y en a plein, on verra tout à l'heure. Il y a des assessments qui permettent de découvrir certaines briques du cloud public, financé ou pas par Microsoft. Mais entre guillemets, tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir. Mmh. Ces 22 c'était mon côté positif. Moi, je voyais le côté positif. Mais Tu raison. par rapport à ça, toi, effectivement, ton constat, c'est de dire les clients ne peuvent pas aller vers, le cloud sans le tester, c'est ça? Non, Il faut exactement, il y a mettre en trop place. d'interrogations, trop de méconnaissances à l'heure actuelle, peut-être des plans tirés sur la comète aussi, hein, voilà et c'est pour ça que nous aussi, notre rôle est aussi voilà, de présenter des choses et d'avoir du recul aussi sur les choses, en connaissant aussi, bah, vos impératifs, vos systèmes d'information actuels, et aussi d'essayer, voilà, de vous démontrer qu'il y a des très bonnes choses dans le cloud public qui peuvent correspondre, soit à des projets actuels, soit à des projets futurs. OK, parfait. En synthèse, on a essayé de vous faire une petite synthèse. Alors, c'est très réducteur par rapport à l'étude cloud qui fait plus de 60 slides. Vous pourrez la consulter, ultérieurement. En synthèse, en gros, le cloud, c'est vraiment un sujet d'actualité pour la plupart des établissements de santé qui ont, pour une bonne partie inscrit, une réflexion cloud dans leur schéma directeur. Aujourd'hui, même si on est sur des infrastructures on-premise, pour la plupart, c'est clairement le cloud hybride qui est Mmh. plébiscité en termes d'adoption du cloud avec, je le reprends, le meilleur des 2 mondes entre l'infrastructure on-prem et le cloud. Parmi les services externalisés, en priorité, c'est des sujets, plus infrastructure qui Oui. sont assez simples à externaliser comme le backup, le PRA, le stockage de données, mais des sujets également, plus innovants comme le machine learning ou l'intelligence artificielle. J'y reviens pas dessus, mais il faut avoir une démarche, on est là également pour vous présenter cette démarche d'accompagnement, notamment pour tester le cloud avec des scénarios que l'on peut tester très facilement avec un POC. Et enfin, donc on est conscient qu'il y a des freins à l'externalisation, beaucoup de questions, qui persistent, le coût, la sécurité, voilà, on est là justement pour répondre à toutes ces questions, pour lever les freins et c'est justement une bonne transition pour toi Rémi. Est-ce que, Exactement. justement tu pourrais, nous répondre justement à nos clients qui se posent la question, comment lever ces freins, pour aller dans le cloud? Exactement. Alors effectivement et comme on l'a pu le voir dans l'étude, la majorité des freins sont aussi, bon psychologiques forcément et tout à l'heure tu as parlé exemple de confiance, clairement, Oui. et donc, le premier frein effectivement, c'est déjà la confiance et puis, ben, la confiance ça se gagne, d'accord? Donc, pour gagner la confiance,
Microsoft, depuis, maintenant plus de 5 ans sur Azure, a mis en place et gère en permanence, on va dire, un tas de processus pour être conforme, pour être, aux dernières innovations de la sécurité, aux dernières innovations, on va dire, au niveau technologique, d'accord? Et rationaliser ses coûts justement pour gagner de la confiance, des établissements en France et en Europe. La proposition de valeur de Microsoft, d'accord. Alors, je vous les montre telles quelles, ce sont des slides, made in Microsoft, d'accord, mais, Oui. je les ai sélectionnés exactement parce qu'ils correspondent vraiment à cette philosophie et je la rejoins moi, personnellement à 100. Déjà par un modèle économique. Donc on a un modèle économique dans le cloud de Microsoft qui est adapté, d'accord, qui va être adapté à chaque organisation, à chaque établissement, qu'on soit étudiant, qu'on soit chercheur, qu'on soit établissement de santé. On va avoir effectivement un modèle économique, qui sera un petit peu sur le modèle, que disait, Jérôme tout à l'heure, hein, j'allume, je paye, j'éteins, je ne paye pas, clairement, donc un paiement à la consommation, et puis aussi des facilités au niveau du modèle économique pour aller et pour adopter le cloud. Une position aussi technologique très forte, avec la présence de data centers en France, on y reviendra tout à l'heure, d'ouverture d'écoles d'intelligence artificielle, d'accord? Il y en a déjà 2 en France et ça va faire que continuer. Un écosystème très, très large. Microsoft à l'heure actuelle, aujourd'hui le focus est sur la santé, mais Microsoft est présent dans un énorme dans tout un tas entre guillemets, de divers écosystèmes que ça va être le transport, l'éducation, les administrations en France et du coup on tire énormément d'enseignements à ce niveau-là. Et bien sûr on va dire la 4e proposition de valeur, c'est autour de la sécurité et la confidentialité des données qui est juste essentielle à l'heure actuelle. Justement, un petit focus sur cette partie entre guillemets, donc localisation et présentation des données. Microsoft dispose à l'heure actuelle en France de 4 data centers, donc 3 en région parisienne et un en France Sud, donc basé à Marseille. Ces data centers là sont, on va dire, résilients entre eux, d'accord? Donc on a la possibilité d'avoir de la donnée, qui soit et qui transite dans les différents data centers pour être sûr de garder, sa donnée disponible, up to date et fraîche à chaque moment et à chaque journée qui passe. À savoir que là, depuis tout à l'heure, bon, on va parler du cloud, on va parler d'Azure, hein, mais c'est l'ensemble des services de Microsoft Cloud. Donc on va être sur 3 services, hein, on va être sur Office 365, Dynamics, qui est toute la partie Mmh. CRM, et le cloud Azure, qui est un cloud technique, qui sont disponibles sur ces data centers en France. Donc on peut très bien localiser sa donnée et l'ensemble de ces données en France. À noter, que et ça je passe juste un petit peu hop, non, c'était avant, après, mais ça on reviendra dessus, que l'ensemble des data centers de Microsoft en France, donc qu'ils soient à Paris ou à Marseille, sont, HDS, donc sont, avec l'accréditation hébergeur de santé et ça depuis octobre 2018. C'est précisé ici, hein, tu l'as bien Exact sur cette slide ici. exactement, mais je les connais tellement les slides, je les regarde même plus, Jérôme, tu sais? Les yeux fermés. Exactement. Au niveau de la sécurité, c'est un des points fondamentaux, on l'a vu dans l'étude tout à l'heure, donc on parlait des coûts certes, mais c'est surtout la sécurité, d'accord? Donc, Microsoft de son côté investit 1 milliard de dollars annuels dans la sécurité. C'est juste phénoménal, pharaonique, c'est énorme. Moi, en tant qu'MVP, je le vois et je le vis tous les jours puisque je suis sur les channels de communication avec les product managers, donc les gens qui gèrent le SOC d'Azure et tous les produits de sécurité. Ça fuse dans tous les sens, ça corrige, ça se sécurise, ça renforce la sécurité en permanence. Heu, on va dire quasiment tous les mois, nous en tant qu'MVP, on participe à des calls pour définir quel sera le futur de la sécurité. On remonte des feedbacks aussi, on remonte des feedbacks des établissements en disant: «Voilà, il y a tel point d'amélioration dessus» et c'est 3 500 experts qui vous accompagne, qui nous accompagne dans justement la mise en place de cette sécurité autour d'Azure. Juste le petit chiffre, 1 000 000 de signaux de sécurité traités, par an, c'est juste monstrueux. Quand on peut regarder un petit peu comparé aux autres cloud providers, je pense que là clairement, Microsoft est en avance sur la partie, sécurité. Ils proposent toute une gamme d'outils, qui vont vous permettre de checker, de vérifier, d'être sûr que vos données est sécurisées, et de protéger aussi vos données. Parce que la sécurité, c'est pas que de la remontée d'informations, c'est aussi de la protection. Rappelle-toi Rémi, dans les freins justement pour aller vers le cloud, Mmh. le 2e point, qui arrivait, c'était la sécurité. Les établissements ont peur, je dirais d'aller vers le cloud en raison Bien sûr.
de la sécurité. Donc ça peut Bien être une sûr, bonne bien sûr. réponse quand même par rapport aux moyens, aux dispositifs mis en place Oui, et par Microsoft, mais comme je dirais, beaucoup d'acteurs cloud, il faut que les clients soient rassurés pour aller vers le cloud et pour que le client puisse y aller les yeux fermés, en gros. clairement, puis Microsoft, est transparent sur le sujet, hein. Il va vous présenter l'ensemble des dispositifs de sécurité mis en place et après du coup, on peut comparer aussi ce qu'on a chez soi, ce qu'on a dans son data center ou là Oui, où on est hosté, oui. avec ce que peut proposer Microsoft. Je connais peu d'établissements à l'heure actuelle qui vont disposer du même niveau de sécurité que peut proposer le cloud Azure. Voilà, clairement. Mmh, 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 mmh. Et alors je sais que c'est pas forcément l'argument maître parce qu'il faut le démontrer, il faut le montrer, hein, mais on a vraiment toute une gamme d'outils, de contrôle de flux, de contrôle de données, de contrôle de log, de contrôle de gestion des identités, de contrôle d'accès, du multifacteur d'authentification, bref, tous ces genres de choses-là qui sont lourds et contraignants à mettre en place sur un cloud privé et on verra que le cloud public justement est un facilitateur pour ces solutions-là. OK. La transparence, donc tout à l'heure on parlait de confiance et que la confiance ça se gagne, bah, clairement, hein, la Oui. transparence c'est essentiel pour la confiance. Donc Microsoft effectivement, indique en permanence le lieu de stockage des données du client. Donc quand vous êtes client Office 365 ou client Azure, vous allez choisir où sont localisées vos données, clairement et directement. Donc mes données sont localisées en France, centre ou mes données sont localisées en France sud. On le sait, c'est transparent, c'est dit. Microsoft aussi publie le nombre de demandes officielles de communication de données. Alors ça aussi, c'est un petit frein et je ne rentrerai pas forcément dans le détail du Cloud Act, mais clairement, Microsoft est transparent sur le sujet. S'il y a des demandes qui doivent être faites et réalisées au niveau, on va dire, de la consultation de la donnée, c'est affiché, c'est donné, c'est publié. Et franchement, à l'heure actuelle, les seules on va dire, demandes de transition de données que j'ai vu passer, c'était dans des cas de terrorisme ou de cyberterrorisme. Voilà. Et Microsoft aussi reste transparent sur l'utilisation des données du client, d'accord, et sur leur protection et le contrôle exercé par le client sur ces données. À chaque fois, vous allez avoir des petits laïus qui vont décrire que vous êtes responsable de la donnée, et ainsi de suite. Je ne vais pas aussi rentrer dans le détail, c'est pas le but du jour, mais j'ai fait une petite vidéo que vous pourrez aussi consulter sur YouTube sur le sujet, sur la responsabilité des données, et vous verrez que la responsabilité des données vous incombe en grande partie. Et donc du coup, elle vous incombe parce que vous en êtes, entre guillemets, propriétaire. Et elle est à vous. Et elle n'est pas du tout du côté de chez Microsoft ou à Microsoft. OK, on pourra partager le lien vers cette belle vidéo. Exactement, exactement. Donc Ah, maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer, bah, comment bien choisir son externalisation par rapport aux différents types, de cloud? exactement. Alors, du moment où on est rassuré et qu'on va commencer à vouloir mettre un petit pied entre guillemets dans du cloud public, ou dans du cloud tout court, on va commencer à se poser, quelques petites questions et on va surtout se demander comment y aller et de quelle manière le faire. Mmh, mmh, Avant de commencer, je voudrais m'arrêter juste 2 petites secondes sur cette phrase-là qui me semble être très, très importante. Le cloud est une architecture et pas une destination ou un lieu. Pour trop de personnes, on imagine le cloud comme étant effectivement un endroit, sombre, obscur, loin de chez nous, et donc très, très loin de nos data centers. Ce qui est faux. En fait, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, les data centers des cloud providers sont disposés sur les data centers, autour de Paris ou à Marseille, d'accord? Donc le cloud, on va dire, ce n'est vraiment pas une destination ou un lieu, c'est une architecture, c'est une façon de penser, d'accord? C'est pour ça qu'on va voir qu'il y a différents types de cloud. On va souvent parler effectivement de solutions on-premise, donc sur site, OK? Et là, on va parler plutôt de cloud privé, d'accord? Le cloud privé, c'est quoi? Bah, c'est un cloud que vous allez opérer vous-même dans vos, établissements, pourquoi pas, ou qui sera opéré dans un data center, d'accord? Par un autre opérateur de data center. De l'autre côté, son pendant, on a du cloud public. Le cloud public, c'est typiquement Azure. C'est Azure, ça peut être AWS, hein, Google Cloud. Ce sont du cloud public, ce sont des clouds dans lesquels les bâtiments et on va dire toute la partie compute, toute la partie infrastructure est opérée par un cloud provider, comme Microsoft par exemple. Au milieu de tout ça, d'accord, on a ce qu'on appelle le cloud hybride. Alors, le cloud hybride, c'est pas un cloud en tant que tel. C'est juste, et comme je le répétais tout à l'heure, le meilleur des deux mondes. Ça va être le fait de faire communiquer du cloud privé et du cloud public de manière automatique. Et c'est ça où c'est très très important de voir qu'on va pouvoir en tirer du bénéfice, puisqu'on va tirer du bénéfice de votre cloud privé, donc tout ce qu'on peut en retirer, le fait d'avoir le workload près de chez vous, d'avoir la sécurité que vous maîtrisez encore sur votre cloud privé, et aussi gagner en flexibilité en utilisant et en consommant du cloud public. Côté Microsoft, on va voir dans cette petite slide que Microsoft a exactement et à chaque moment de sa chaîne de distribution d'Azure, pensé son cloud comme un cloud potentiellement hybride. Ici sur cette petite slide, on va voir qu'une application dans la philosophie de Microsoft
elle n'est pas que dans le cloud, elle n'est pas que dans votre centre de données chez vous, elle est entre les 2. D'accord? Donc votre application pourra typiquement être basée chez vous, être opérée chez vous, pourquoi pas être sauvegardée chez vous, mais elle pourra aussi être potentiellement sauvegardée dans du cloud. Et les données générées par cette application pourront être aussi, du coup, ingérées dans du cloud, digérées dans du cloud, présentées dans du cloud. Bref, votre application, elle pourra utiliser soit du cloud public, soit du cloud privé. Alors, maintenant que j'ai beaucoup parlé, on va dire, de cloud privé, de cloud hybride, pourquoi du cloud hybride? Eh ben, la première des, on va dire des grandes tendances, c'est la flexibilité. Comme je vous disais tout à l'heure, le cloud hybride permet aussi de déplacer de la charge de travail dans du cloud public et du cloud privé au gré des évolutions et des coûts des besoins informatiques. Alors si on reprend cette petite phrase-là et qu'on la décompose un petit peu, ça va être quoi? Chez vous, vous avez des applicatifs, d'accord? Vos applicatifs potentiellement vont grossir, vos applicatifs vont avoir besoin de générer de la donnée, vont avoir besoin de traiter de la donnée par Mmh. derrière. Très bien, votre applicatif peut très bien rester chez vous, il y a aucun souci. Par contre, demain, vos scientifiques, vos étudiants vont vous demander par exemple de faire de l'intelligence artificielle ou vous demander de faire du big data. La première des choses qu'on va regarder, ben, oui, OK, alors déjà, est-ce qu'on sait le faire sur notre infrastructure actuelle? Franchement, peu d'établissements peuvent se dire oui, c'est très compliqué, c'est très lourd, ça fait des gros investissements à mettre en place. Donc le but, ça va être de regarder un petit peu du côté du cloud privé, du cloud public, qu'est-ce qu'on va proposer? Typiquement, Azure va vous proposer des API de traitement d'intelligence artificielle, va vous proposer des API de traitement big data, d'accord? Et donc vous pourrez très bien garder votre applicatif chez vous et balancer une partie, entre guillemets, de votre workload et de vos données dans le cloud privé, le cloud public, pour justement pouvoir les traiter. Et là, on va vraiment gagner en flexibilité. Alors j'aime bien dire aussi la flexibilité, j'aime bien dire le terme confort aussi. Parce que clairement, là, on va gagner en confort. Voilà. Donc c'est une bonne solution, effectivement, pour absorber potentiellement des charges de travail rapides et à moindre coût. Mmh. Ça, Rémi, ça me fait penser à Oui, un établissement, de type, CHU des Alpes-Maritimes qui avait des besoins d'externaliser des capacités de fortes capacités de stockage et notamment par exactement. rapport à des séquenceurs ADN et justement, ils ont fait le choix d'aller vers du cloud, public, pour, externaliser des données parce que, Mmh. a priori en interne, ils n'avaient pas cette capacité à accueillir, aussi bien les données, la capacité sur leurs infrastructures pour accueillir autant de données, qui étaient Tout demandées. tout à fait et puis provisionner 30 téras de stockage, en 5 minutes, il y a peu d'infrastructures, j'allais dire on-premise ou data center qui sont capables de le faire. Ce qu'on a Ouais, réalisé côté Azure clairement et d'une manière très, très simple et très rapide. d'accord, OK. OK, super. Le deuxième point, c'est aussi quel est votre SI, d'accord? Donc cette question-là est super importante. Alors, j'emploie le terme legacy, je vais le vulgariser pour tout le monde, hein, même si vous parlez, sûrement tous un petit peu anglais, donc on va parler d'héritage clairement. Vous avez tous votre système d'information, vous avez tous votre legacy chez vous, donc vos applicatifs métiers, et comme on le sait, un applicatif, il a une durée de vie autour de 15 ans dans les centres hospitaliers. C'est énorme 15 ans. En 15 ans, on a le temps d'accumuler une dette technologique qui est énorme. Mais c'est votre réalité aussi, d'accord? Donc du coup, il y a pas mal d'applicatifs, beaucoup d'applications qu'on ne pourra pas basculer dans le cloud. Elles ne sont pas cloud natives, tout simplement, ou ce ne sera pas forcément judicieux non plus de les basculer côté cloud public. Donc du coup, on va les conserver chez soi. Par contre, on ne va pas non plus se couper et on ne va pas non plus se priver de pouvoir utiliser du cloud privé pour pouvoir ensuite aller faire du traitement autour de ces applicatifs-là. D'accord? Donc les applications business, elles ne peuvent pas être codifiées, certes. L'application repose sur un socle technique spécifique, certes, on en prend en considération aussi. Mais du coup, l'hybridation ici permettra effectivement de profiter de l'avantage de chaque cloud. Vous gardez l'application chez vous, vous gardez votre legacy, le temps que votre application évolue. Par contre, par exemple, dans le cloud public, vous allez commencer à déployer la V2 de votre application, ou commencer à développer la V2 de votre application, ou commencer à mettre des briques d'intelligence artificielle côté cloud public. Et donc, du coup, on va continuer à rester entre ces deux mondes. Voilà. Une autre question, c'est quid de la sécurité? Bah oui, bien sûr, Mmh. la C'est sécurité. important, c'est Ah bah important. oui, clairement. On parlait tout à l'heure effectivement qu'il y avait des freins, hein, qui sont la sécurité Mmh. et nous on n'est pas là pour forcer les gens non plus. À un moment, quand on je veux dire, on présente les choses, quand on explique les choses, s'il y a des freins, «immuables» entre guillemets, pour déplacer une application ou quoi que ce soit, on en prend compte, il y a aucun souci à ce niveau-là, d'accord? Donc effectivement et on comprend très bien que certains workloads dits sensibles ou critiques doivent ils doivent rester sur votre cloud privé et ça, il y a aucun souci à ce niveau-là. Donc du coup, la sécurité effectivement, a un rôle très, très important dans l'hybridation aussi. Donc on va conserver d'un côté un workload sensible et critique
sur votre cloud privé. Et par contre, dans le cloud public, on viendra mettre ce qui est un peu moins sensible, on va dire un petit peu moins critique. On va parler par exemple d'environnement de test, environnement de développement, d'accord, sur lequel forcément on va travailler sur des bases anonymisées, on va travailler sur des jeux de test et ainsi de suite. Et là, du coup, on aura moins de criticité à mettre de la donnée dans le cloud public. Le dernier point, et non pas des moindres, c'est la latence, d'accord. Et ça, on n'est pas tous égaux sur la latence. Effectivement, à un moment, on va imaginer que, on va étendre notre data center, on va, étendre nos données sur, d'autres data centers, d'accord? Alors cette question-là, elle est valable pour, l'hybridation en cloud, public, mais aussi sur l'hybridation avec, des data centers distants, hein, de vos data centers on-premise, forcément. On va se poser la question de la latence. Donc certaines applications, dites moins critiques, logiciels de paye par exemple, ou des logiciels, ainsi de suite, si on a une latence entre guillemets de 2-3 millisecondes sur la réactivité de l'applicatif, c'est moins grave, d'accord? Par contre, on va avoir des applications biomédicales, on va avoir des applications de pilotage de robots, on va avoir des applications de pilotage, de laboratoire qui nécessitent une temps de latence très, très faible. Et ben là, du coup, effectivement, l'hybridation a tout son sens aussi. Et on ne mettra pas tout côté cloud public parce qu'on va avoir des délais qui vont être à respecter, d'accord? Et donc on mettra, on va dire côté, cloud public, sa bureautique, son Office 365, on va mettre potentiellement, ses machines de test, on va mettre, des applications, de bureautique. Mais par contre, on va garder ces applications métiers, ces applications critiques qui ont besoin d'avoir des temps de réactivité très rapides chez soi. Donc on est bien sur de l'hybride. Là, ça prend tout son sens. On fait justement ce choix en fonction des besoins métiers et des besoins de Exactement. latence. D'accord. Alors pour rassurer quand même aussi dans ce sens-là, quand je mets 10 millisecondes, d'accord, quand on interconnecte son cloud privé avec le cloud public d'Azure, on a des moyens d'atteindre des temps de latence de 1 milliseconde, d'accord? Mmh. Donc on va parler d'express route, on va parler de liaison, de connexion directe avec le cloud de Microsoft, d'accord? Par Mmh. contre, si Mmh. on fait le choix plutôt d'un VPN ou d'une MPLS, hein, c'est des termes un petit peu techniques, mais c'est des règles on va dire d'interconnexion, effectivement, on risque d'avoir un peu plus de latence. Mais ces latences-là aussi, elles sont voulues, elles sont aussi, entre guillemets «acceptables» dans certaines charges de travail, comme par exemple le développement et ainsi de suite. En Une synthèse de petite tout ça, une oui, oui, synthèse, super. bah, voilà. Donc comment bien choisir et réussir, parce que ça c'est super important, son externalisation, d'accord? Alors comme vous l'avez vu, bah, c'est se poser des bonnes questions, c'est clair. Hein, on n'y va pas comme ça tête baissée, on se pose d'abord des bonnes questions, on essaie d'y répondre. Pour ça, eh ben, c'est bien d'être accompagné par un expert, d'accord? Donc sélectionner le bon partenaire, c'est très, très important. Les métiers guident de plus en plus ces nouveaux services. Oui, ça, c'est, je le rencontre tous les jours, hein. Je Mmh. le rencontre tous les jours, où, j'ai des DSI, j'ai des responsables d'infrastructure, des responsables informatiques qui me disent, ça pousse derrière, ça me pousse. Voilà, j'ai des chercheurs, j'ai des étudiants, j'ai des métiers derrière qui ont des besoins, clairement. Et ben, ces gens-là, il faut les écouter, il faut les intégrer dès le début de vos projets parce qu'ils sont très intéressants. Ils ont souvent de très bonnes idées, d'accord? Et c'est eux qui vont être le moteur pour le futur. Adopter une gouvernance globale de vos clouds, c'est essentiel, la gouvernance. De la même manière que vous devez sûrement vous imposer de la gouvernance sur vos systèmes chez vous, d'accord? Donc, les règles de la gouvernance, c'est des règles de nommage, c'est des règles de sécurité, c'est de la gestion des coûts, hein, c'est tout ça les règles de gouvernance. Bah, de la même manière, quand on va partir dans le cloud, d'accord, on va s'appliquer ces règles de gouvernance. Parce que c'est pas parce qu'on va dans le cloud qu'il n'y a plus rien à faire. Voilà, clairement. Un point très important, pensez FinOps. Et oui, il faut maîtriser ses coûts aussi dans le cloud hybride, d'accord? Le cloud hybride, c'est pas le cloud le plus simple non plus, d'accord? J'allais dire, le plus simple, c'est full cloud. On fait full cloud public, d'accord? Le modèle financier, on le connaît, on l'a, il n'y a pas de problème. Quand on commence à jongler sur le cloud hybride, effectivement, il va falloir commencer à mettre en place des processus, savoir combien me coûte mon cloud chez moi, combien va me coûter mon cloud public, d'accord? Et ben ces processus-là, il faut les documenter, il faut les mettre en place. Il n'y a rien de compliqué, il faut juste être bien accompagné. Voilà. Et puis, bah, le dernier des points, j'allais dire, c'est choisissez le bon ou les bons fournisseurs cloud, d'accord? De la même manière, nous chez Progélis, effectivement, on travaille exclusivement avec le cloud, de Microsoft, le cloud Azure, certes, et on est aussi conscient que, on a des établissements, on a des gens qui ont besoin de faire du multi-cloud pour des besoins légaux ou pour, ne serait-ce que pour, l'intellect. Voilà, donc faites le bon choix. Je fais une petite parenthèse à ce niveau-là, je ne l'ai pas précisé en préambule. Progélis intervient dans le cadre du marché de prestations CIH en sous-traitance de Claranet, titulaire du lot 3 de prestations CIH. Ce marché de prestations couvre tout l'ensemble des clouds, en l'occurrence AWS, OVH, Microsoft. Et en l'occurrence, Progélis intervient sur le cloud Azure et expert sur les solutions Microsoft Azure. Donc c'est bien de le
préciser, mais je rappelle qu'on intervient notamment au travers du et des marchés CIH. Je vais faire Exactement. un petit peu mon timekeeper, Oui, Rémi. Il nous reste 15 minutes. sans problème. Donc le cloud est flexible, agile. Il paraît que Progelis aussi. On va voir si Rémi Bovy est tout à fait agile pour respecter ce timing. Mais oui. Mais je n'en doute pas. On vient de voir justement comment bien choisir son externalisation. On va voir maintenant, ben voilà, quel service cloud pour quels usages dans les établissements de santé. Exactement. Alors, on a fait une petite sélection, hein, je ne vous le cache pas. On ne pourra pas documenter l'ensemble des services Azure. Voilà. Donc, n'ayez pas peur sur cette slide-là. On ne va pas aller voir un par un. Ce n'est pas le but du tout de l'opération. C'est juste pour vous présenter rapidement et de manière synthétique l'ensemble des services qu'il y a dans Azure. D'accord. Donc, vous allez voir qu'ils sont regroupés par silos. Donc, on va voir des silos, des gros silos autour de la sécurité de la gestion. C'est les silos principaux, hein. Du cloud hybride. Vous voyez, donc c'est les deux silos qui sont à gauche à droite en bleu foncé. On voit très bien que Azure est bâti autour de ces deux fondements, ces deux piliers-là, clairement. Et après, on va retrouver tout ce qui va tourner autour de l'intelligence artificielle, de l'analyse de l'IoT, des traitements de la donnée, d'accord, et toutes les couches basses des services infrastructure. On a fait la sélection de vous présenter quelques petits, on va dire, quelques sujets côté Azure, d'accord. Donc le premier, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est l'externalisation de son système d'information. Alors là, c'est pourquoi, en fait, hein, pourquoi externaliser son SI, pourquoi rentrer dans cette démarche-là. Tout simplement pour passer outre des problèmes de salle, de gestion des serveurs et des compétences. Clairement, demain, vous avez pu administrer votre cloud, et les bâtiments, c'est Microsoft qui s'en charge à votre place. Bénéficier d'astreintes sur la surveillance 24/24 du système pour garantir la continuité. De la même manière, c'est eux qui vont gérer la résilience, c'est eux qui vont opérer le data center, c'est eux qui vont garantir cette disponibilité-là. Voilà. Et bien sûr, maintenir son système d'information hospitalier en condition de conformité, parce que Microsoft vous propose de vous comparer à des niveaux de conformité dans son cloud. Donc, on a tout un dashboard qui va vous permettre de regarder à quel niveau vous en êtes, d'accord. Donc, c'est des scorecards que vous allez avoir et donc, du coup, on va pouvoir aussi maintenir son système d'information en conformité. Donc là, bon, c'est très rapidement, c'est juste un petit exemple sur Hadar. Donc Hadar, c'est un établissement d'aide à domicile, hein. C'est ça, Jérôme, tu me confirmes? C'est ça, Si je me rappelle exactement. bien, ouais, je le sais parce que c'est moi qui ai opéré en partie. Voilà, donc pour Hadar, donc on a opéré effectivement la mise en place et la migration d'une application full web de chez eux vers Azure. Voilà, donc avec la mise en place du socle qui va bien dans Azure pour pouvoir supporter cette application-là. Pour ça, on a utilisé les outils de migration simples de Microsoft qui permettent de migrer très rapidement sur des machines virtuelles, sur des applications, sur des bases de données dans le cloud Azure. Voilà. Donc, alors je ne vais pas dire c'est quelques clics, hein, il y a un petit peu quand même de réflexion à faire en amont, mais les outils simplifient énormément le processus de migration. Voilà. La gestion de la sécurité, effectivement, donc on a mis en place des firewalls applicatifs en front pour protéger l'exposition de cette application-là, d'accord. Donc là, on va avoir, en plus d'avoir du firewalling, de la détection de trame et de la protection de l'application qui est réalisée en service SaaS. Donc là, je vais bien le dire, donc en service as a service, c'est-à-dire c'est un service sur lequel vous n'avez rien à opérer. Vous le mettez en place, vous le connectez à votre application, c'est lui qui opère l'ensemble des règles de sécurité. Et un cloisonnement des environnements à l'aide, on va dire, de règles de réseau et de routage standard dans Azure. La deuxième partie, c'est la gestion des identités. Très, très importante. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous utilisez déjà au niveau des GHT ou au niveau de vos différents établissements. Mais effectivement, le premier cas d'usage, c'est la collaboration interétablissement, clairement. Le cloud public, Office 365, Azure, d'accord. Quand on parle d'Office 365, on va parler d'annuaire. Donc, on va parler d'annuaire Azure Active Directory. Ça porte bien son nom, c'est dans Azure, hein. Vos annuaires sont dans Azure à l'heure actuelle. Cette collaboration interétablissement, la sécurisation des échanges et la fédération, on va dire, des identités, est vraiment, vraiment facilité et prend tout son sens grâce au cloud de Microsoft et le cloud d'Azure. Voilà. C'est très rapide demain de dire je prends une application sur le marché, une application SaaS, ou je déploie une application chez moi qui utilise du SSO, donc on va dire du single sign-on, qui permet à l'utilisateur de ne se signer qu'une fois sur son poste et ensuite de ne pas avoir forcément à signer sur toutes les applications. Cette application-là, vous la prenez, vous la branchez sur Azure Active Directory et elle est compatible SSO. Voilà. Bien sûr, il y a aussi le renforcement de la sécurité d'accès à votre SI et vos applications parce que, dans le cloud de Microsoft, dans Azure, on a tout un tas d'outils qui permettent de le sécuriser. OK, au passage, j'ai une question, Oui, oui, que pensez-vous de la mise en place du password right back pour les établissements hospitaliers? why not? Moi, j'allais dire.
Heu, dans tous les cas, c'est un des processus en fait qui est supporté, donc sur lequel on peut réinitialiser, entre guillemets, faire le retour. Alors en gros, on interconnecte son Azure Active Directory on-premise et l'Azure Active Directory, d'accord? Et on permet de, entre guillemets, faire un retour d'initialisation de mot de passe via le portail de Microsoft pour qu'ils viennent, entre guillemets, «réinitialiser» le mot de passe aussi sur l'Active Directory on-premise. Si c'est bien sécurisé, si on a mis en place du multifactor authentification, d'accord? Si on a tous les mécanismes de sécurité qui sont bien mis en place, oui, 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 clairement, parce que ça va vous faciliter. Dans mon ancienne vie, j'ai beaucoup travaillé aussi sur tout ce qui est, entre guillemets, les processus utiles et la mise en place de centres de services. Je connais très bien les centres de services dans les centres hospitaliers et je sais pertinemment qu'ils sont énormément sollicités sur la réinitialisation de mots de passe. C'est un des processus les plus chronophages au niveau des centres de services et typiquement la mise en place de ce genre de processus facilite énormément la vie du centre de service. OK. Il me semble qu'il y a des fonctionnalités possibles de self-service, de reset mot de passe Exactement, également. Et exactement. là, du coup, ça permet de réinitialiser le mot de passe et effectivement que ces données-là soient en quelque sorte réinjectées dans l'AD, Ouais, on-prem. voilà, ça nécessite quelques, on va dire, facteurs OK, d'authentification supplémentaires, mais oui, voilà. OK, parfait. L'externalisation du backup, oui, oui, oui et oui. Alors les backups, ça je vous le cache pas, vous devez le savoir vous aussi, ça génère de plus en plus de taille. Vous avez aussi des, on va dire la législation qui vous impose de conserver énormément de backups légalement. Les coûts de stockage on-prem commencent à devenir de plus en plus chers. Ensuite, on a aussi la question de se poser, bah, comment protéger mes backups, d'accord? Légalement, je dois les conserver. Est-ce qu'ils sont en sécurité dans mon data center? Est-ce qu'ils sont en sécurité dans mes salles serveurs à l'heure actuelle? Si j'ai un incident majeur, si j'ai un incendie, si j'ai, quoi que ce soit, est-ce que mes backups sont répliqués, de manière, on va dire redondée ou ainsi de suite? Le cloud de Microsoft répond typiquement à ces problématiques. On peut, protéger ces données, on peut protéger ces données d'application, on peut protéger ces données de serveur, on peut étendre son stockage de données et de sauvegarde clairement et facilement, dans le cloud. Tout à l'heure, Jérôme prenait l'exemple effectivement d'un centre hospitalier, sur lequel on a externalisé, 30 téras de stockage de données. Typiquement, c'était plus en plus effectivement du stockage, pour conserver la donnée sur le long terme, d'accord? Et là, typiquement, le cloud d'Azure, c'était vraiment la bonne solution. Voilà. OK. Le PRA, la plan de reprise d'activité. Alors, effectivement, c'est, j'allais dire, c'est un peu la star du cloud à l'heure actuelle, le PRA, côté Azure. Pourquoi? C'était un des premiers services qui a été mis en place par Microsoft, et c'est un des services qui coûte le moins cher. Tout simplement, je vous le synthétise très rapidement, vous mettez en place un mécanisme de réplication des machines critiques chez vous, d'accord? Les machines sont répliquées dans le cloud d'Azure, mais c'est pas les machines qui sont répliquées, c'est juste la donnée, d'accord? Et tant que vous ne débarrez pas la machine dans le cloud d'Azure, la machine vous coûte pas grand-chose. Très simplement, je vous donne un ordre d'idée, la couverture d'une machine, dans Azure, c'est dans l'ordre de 12 € par mois, d'accord? Pour un PRA. Donc ces machines-là vont vous coûter 12 € par mois, elles seront dans le cloud d'Azure en attente d'un déclenchement de PRA, d'accord? On va toucher du bois pour tout le monde que le PRA soit pas déclenché. On le déclenche 1 fois ou 2 par an pour vérifier que ça marche bien et voilà et on a un PRA effectif, efficient et fonctionnel à moindre coût côté Azure. Même si on n'a pas le temps, on pourra citer un exemple d'un GHT qu'on accompagne de la région nord bordelaise, en Gironde sur, la mise en place d'un PRA Exactement. pour externaliser à la fois des sujets infrastructure, de supervision, d'application métier pour pouvoir, Bah, redémarrer leur activité, je dirais en la cas de sinistre. la réflexion était assez simple, hein et il faut être pragmatique. Mettre en place un PRA à l'heure actuelle, c'est créer une deuxième salle serveur Mmh. avec Mmh. et en répliquant l'ensemble de ce qu'on a mis à l'intérieur, donc le réseau, le cœur de réseau, le stockage, les machines, les climatiseurs, enfin bref, tout ça. Ça a un coût qui est énorme, là où, entre guillemets, le code public est un énorme facilitateur puisque, bah, toute cette partie-là, vous n'avez pas à la gérer. L'hébergement d'applications métiers, oui, 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 clairement, voilà. Alors pourquoi effectivement, aller dans du cloud public pour héberger ces applications? Pour la flexibilité du cloud, la scalabilité, d'accord? Si demain vos applications ont besoin d'être sollicitées, sur des gros pics, à des moments T, le cloud lui va permettre de s'y adapter très rapidement, beaucoup plus rapidement que si c'était chez vous, d'accord? Démultiplier, rajouter des ressources dans le cloud, j'allais dire c'est ça y est pour, c'est fait pour, voilà. Sécuriser son application et gérer de la résilience sur l'applicatif de la même manière, on pourrait très bien dire que votre application, elle est présente sur un ou 2 ou 3 data centers en région parisienne, d'accord? Donc la résilience sera assurée à ce niveau-là. La mise en place d'une plateforme de test développement pour une durée déterminée, ça c'est plutôt fun aussi. Demain, pour une raison ou une autre, on a besoin de tester une application, on a besoin de mettre en place un socle de test dev. On le fait dans Azure, on va le faire tourner 1 jour, 1 semaine, 1 mois. On éteint les machines le soir, elles ne nous coûtent plus rien. Au bout d'un mois, on détruit le socle, on n'a fait aucun investissement.
Et effectivement, le cloud public va permettre aussi très rapidement aux équipes de passer sur des modèles DevOps, des modèles beaucoup plus souples, des modèles qui ont un plus, on va dire, tendance actuelle autour du DevOps, de manière plus simple que si on devait déployer ces solutions chez soi. Alors là, on a vu on va dire des différentes facettes et vous avez vu que c'est des facettes qui doivent sûrement vous parler, mais qui restent comme des facettes très infrastructure, hein, au niveau du cloud. Il faut quand même, garder en tête que, dans le futur c'est déjà votre problématique actuelle, c'est, la donnée qui va régir un petit peu tout ça, clairement et la donnée, j'aime bien toujours utiliser l'analogie du pétrole parce que la donnée, vous avez du pétrole brut chez vous à l'heure actuelle qui doit stagner sur des serveurs, qui stagne peut-être dans des bases de données, qui stagne, sur des logs, d'accord? Et cette donnée-là, elle demande qu'à être raffinée, clairement. Et le cloud d'Azure lui permet de capter toute cette donnée-là, de l'analyser, clairement. Et ensuite, pourquoi pas dessus brancher tous les systèmes d'intelligence artificielle pour commencer à faire du traitement intelligent autour de la donnée. Alors ça peut être de la donnée technique, ça peut être aussi de la donnée, on va dire médicale, ça peut être de la donnée, patient, d'accord? Heu, on a des cas d'aide au diagnostic, des choses comme ça, qui vont arriver et qui sont un peu le futur, je pense, de le de l'informatique dans le domaine hospitalier, voilà. Donc pour aller plus loin, donc on vous a présenté, hein, depuis tout à l'heure avec Jérôme un petit peu, tous les bénéfices du cloud Azure. Bien sûr, nous, Progelis, on est un acteur majeur. On a donc effectivement détient une partie du marché pour vous accompagner sur les sujets. Chez Progelis, on est capable de vous accompagner, sur tous les maillons de la chaîne, d'accord? De bout en bout. Donc on est capable de vous accompagner aussi bien sur les silos de gouvernance, d'accord? Donc, comment bien aller dans le cloud, pas prendre le mur dès le début. Comment optimiser vos coûts, comment mettre en place tout ça. Sur la partie design, forcément, d'accord? Donc toute la partie architecture, de quelle manière migrer vos applicatifs? Est-ce que c'est judicieux ou pas de le faire? Faire du design avec vous. Sur la partie run, clairement, donc opérer du cloud Azure avec vos équipes ou au nom de vos équipes, d'accord? Et bien sûr, former les équipes parce que c'est important aussi d'avoir des gens qui sont, en adéquation avec ce qu'on utilise, donc d'avoir des gens formés sur le cloud de Microsoft. Pour cela, il y a un programme d'accompagnement Azure, d'accord? Alors c'est un programme effectivement que nous, Progelis, on délivre, mais qui est piloté aussi en partie par Microsoft, d'accord? Alors le terme exact, ce sont des assessments qu'on est capable de réaliser aussi au nom de Microsoft, d'accord? Alors ça, c'est quelques exemples. Donc par exemple, comment migrer vers le cloud, construire une architecture résiliente. OK, donc c'est comment, entre guillemets, garantir que votre application est disponible, optimiser vos coûts dans Azure ou le réseau dans Azure. Donc ce sont des ateliers de découverte, ce sont des ateliers de mise en place chez vous. C'est les fameux POC, comme on a pu voir au début, qui vont vous permettre aussi de découvrir Azure si vous ne le connaissez pas, ou d'optimiser déjà vos infrastructures Azure si vous y êtes déjà. OK, parfait. Ces assessments, donc on déroule différents assessments, de dont la durée, quelle est la durée approximative de ces assessments, Rémi? Ça va être entre 3 à 5 jours en général OK. voilà, pour être synthétique. Avec une méthodologie bien rodée, avec, à la fois la possibilité de faire un POC pour certains, Oui, et en fonction des cas, on a la possibilité de faire, financer ces accompagnements, par, Progelis Microsoft dans le cadre de notre accompagnement des établissements de santé. Donc, parmi voilà, s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous solliciter pour que l'on puisse, voir la faisabilité pour vous accompagner sur ces sujets. Moi, je dis bravo, Rémi, tu as réussi à respecter le timing. ah bah, je l'avais dit. Je te félicite, mais j'étais pas inquiet, j'étais pas inquiet. En complément pour terminer, donc, on vous a mis ici, on vous partage les liens dans la présentation, nos différentes publications. Le premier étant l'étude CLAD, sur l'adoption du CLAD auprès des établissements de santé que vous pouvez télécharger ici. Vous pouvez même cliquer directement sur le lien de présentation. Et également, on a fait un e-book sur Azure l'année dernière qui présente les différents scénarios cibles Mmh. pour vous, établissements de santé, scénarios que l'on a présentés rapidement tout à l'heure. Et enfin, à noter pour vos prochains rendez-vous, alors, c'est vrai que par rapport, à l'actualité, au contexte, on modifie, notre agenda. On a souhaité conserver, ce webinaire aujourd'hui qui était dédié au cloud pour les établissements de santé. On va organiser un petit peu à la volée, je dirais, 3 nouveaux webinaires, mais adaptés un petit peu au contexte. On en avait prévu déjà un sur la partie, collaboration avec Teams. Là, on va l'orienter clairement en termes d'usage, comment faciliter
adopté le télétravail avec Teams. Les 2 dernières semaines ont été très chargées pour nous en termes d'activité. Beaucoup d'établissements nous ont sollicités pour l'activation et de l'accompagnement à la mise en place de leur plan de continuité d'activité pour continuer les échanges au travers de Teams. Donc, le 2 avril, webinaire sur télétravail avec Teams. Prochainement à venir sur avril également, vos postes VDI, comment assurer la disponibilité de vos postes en VDI. Et enfin, le dernier point, comment maintenir la sécurité de vos infrastructures dans ce contexte de confinement. Voilà les prochains webinaires. On vous communiquera bientôt ces informations-là. Un grand merci Rémi pour ton intervention, ta Bah, participation. merci surtout à vous pour votre temps et voilà, qui est précieux en cette période. Et puis, merci à toi, Jérôme, aussi. Bon, super. On vous souhaite une excellente journée. Bon courage à toutes et à tous Très dans bonne ce fin de journée. contexte. Merci à vous. Au Au revoir. revoir.